Qu'est-ce que la polyphonie de masse? Ce qu'on appelle polyphonie de masse ou musique de masse, ça correspond à une musique non harmonique comprenant des masses sonores sous forme de clusters compacts à valeur plastique, sculpturale, spatiale. Les spécialistes de cette musique sont Henri Cowell, Ligeti, Xenakis ou Penderecki. C'est un genre musical de la musique savante contemporaine né en réaction à l'avant-garde dans les années 1950, notamment à l'hégémonie de la musique sérielle. Dans l'article intitulé La crise de la musique sérielle, qui est paru au premier trimestre 1955, le compositeur Yanis Xenakis s'en prend aux tenants et aux défenseurs de Darmstadt. Darmstadt étant donc la ville en Allemagne où justement se réunissaient toute l'avant-garde et tous les compositeurs de musique sérielle. Et Xenakis va se les mettre à dos, et il ne pourra donc plus être joué dans les institutions tenues par les compositeurs de Darmstadt. Donc dans cet article, La crise de la musique sérielle, Xenakis dénonce l'inutile complexité du sérialisme, car pour lui, cette complexité est inaudible. Alors je vous livre un extrait de l'article. Il dit la chose suivante: la polyphonie linéaire se détruit d'elle-même par sa complexité actuelle. Ce qu'on entend n'est en réalité qu'amas de notes à des registres variés. La complexité énorme empêche l'audition de suivre l'enchevêtrement des lignes et a comme effet macroscopique une dispersion irraisonnée et fortuite des sons de toute l'étendue du spectre sonore. Il y a par conséquent contradiction entre le système polyphonique linéaire, sous-entendu la polyphonie sérielle, et le résultat entendu qui est surface, masse. Fin de citation. C'est-à-dire que la polyphonie sérielle a atteint un tel degré de complexité qu'il est impossible d'entendre les séries, autant de hauteur que de durée, de timbre ou d'intensité. Il est impossible d'entendre une série car elle se fait sur un nombre d'instruments important. On pourrait faire un parallèle avec l'isorhythmie au Moyen-Âge, qui est un procédé de composition qui est parfaitement inaudible. C'est purement intellectuel et compositionnel. Du coup, l'organisation sérielle est inutile et il y a d'autres moyens de composer, de faire évoluer les masses sonores. Pour Xenakis, la texture pointilliste de la musique sérielle semble livrée au hasard. Il propose alors de gérer une telle polyphonie par des lois mathématiques, les lois de probabilité et de la théorie des ensembles. Ainsi est née la musique stochastique. Je vais vous faire entendre Métastasis de Xenakis, qui a été composée donc en 1953-54, et c'est cette œuvre qui signe la naissance de la polyphonie de masse. Donc Métastasis, c'est une œuvre conçue graphiquement, les glissandi en particulier, c'est-à-dire les sons glissés. Xenakis fera appel à des graphismes comparables quelques années plus tard pour construire le pavillon Philips de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Cependant, la partie centrale de Métastasis est sérielle, ce qui est paradoxal pour un serial killer, un compositeur qui ne veut plus de la musique sérielle.
Au fond, Xenakis veut dire par là que la série est une organisation linéaire et la superposition de ces lignes crée un effet de masse qui fait qu'on ne perçoit plus du tout l'organisation sérielle. Donc cette organisation sérielle n'a plus aucun sens. Et c'est un peu ce que disait Boulez dans un article qui s'appelle Recherche maintenant, paru en novembre 1954. La mise en œuvre sérielle n'a aucune incidence sur la perception. On entend une espèce de masse sonore irrégulière où aucun son ne revient. Quelque chose de désorganisé, quoi. L'idée de Xenakis est donc de gérer globalement ce phénomène de masse sonore en intervenant sur la densité, c'est-à-dire sur le nombre de sons par seconde, et à partir de cette densité, il va déterminer l'intervention des différents sons. Cette gestion globale du phénomène sonore, il va la réaliser dans son œuvre suivante, intitulée Pitopracta. Practa, ça signifie en grec les actes, et pito, ça signifie le hasard. Il s'agit donc d'actes aléatoires, ou plutôt d'actions par les probabilités. C'est une pièce qui a été écrite en 1955-56. Elle est dédiée au chef d'orchestre Hermann Scherchen, qui en dirigea la première exécution en 1957. L'œuvre est écrite pour 50 instruments, il y a 46 cordes, 2 trombones, un xylophone, un woodblock. Le terme de stochastique est un terme que l'on emploie en mathématiques pour les probabilités. On parle de tirage stochastique. Xenakis, lui, va développer ce qu'il appelle la stochastique musicale. Il part du constat que dans les polyphonies de masse, tous les sons dépendent de l'organisation sérielle, mais que cette organisation n'est pas perceptible. Par exemple, dans une pièce qui s'appelle Atmosphère du compositeur Gheorghi Ligeti, qui est composée en 61, la polyphonie est telle que ce que l'on entend globalement correspond à un bruit blanc, et pourtant le procédé d'écriture mis en œuvre est un canon, et on n'entend pas du tout les entrées canoniques. Donc Xenakis, il veut un principe compositionnel qui soit adapté aux résultats sonores. Dans Pitopracta, il va appliquer la loi des grands nombres, qui est utilisée en physique et en mathématiques, selon laquelle il faut multiplier les observations ou les expériences. Par exemple, la probabilité de faire pile ou face au lancer de pièces, c'est 1 sur 2 quand on répète les tirages un grand nombre de fois, mais pas forcément au bout de la 5e fois. Dans Pitopracta, il y a une section où sont superposés des glissandi. Xenakis assimile le glissando au phénomène de vitesse, c'est-à-dire au fait de déplacer les sons de tant de demi-tons en tant de secondes. C'est donc un mouvement de son. Il utilise une formule pour calculer ces déplacements qui est la loi de Laplace-Gauss. Cette formule est utilisée en physique et en chimie pour calculer l'agitation des molécules d'un gaz dans un volume. Dans ce cas, ça correspond à la température. C'est-à-dire que plus on chauffe un gaz, plus les molécules s'agitent. Et la métaphore de Xenakis est d'assimiler les mouvements des molécules d'un gaz aux mouvements d'un point dans l'espace des hauteurs. Xenakis va donc assimiler la température au nombre de cordes qu'il utilise. Ici, c'est 46, c'est une constante. Et dans ses calculs, Xenakis arrive à un total de plus de 1000 glissandi. Xenakis, au fond, il transpose un phénomène physique à la musique. Et il existe même la loi de Xenakis, qui est donc la loi d'une variable aléatoire positive et qui est utilisée par le compositeur en musique stochastique, par exemple pour les durées des notes et leurs variations de hauteur. Finalement, toutes ces lois, elles permettent de répartir les sons d'une manière cohérente par rapport à l'effet sonore de masse global voulu au départ. Dans Pitopracta, Xenakis utilise la loi des grands nombres aussi. Il y a les lois de Maxwell-Boltzmann, la loi de Laplace-Gauss que j'évoquais, la loi de Poisson, la loi de Persson et Fischer. C'est-à-dire que l'agencement des sons ne se fait plus au petit bonheur la chance, mais il découle d'un effet recherché par le compositeur. Dans les œuvres suivantes, Xenakis va généraliser l'emploi des lois stochastiques, il va les étendre à d'autres paramètres, mais il ne fait pas toujours appel à la même loi. Le genre musical de la polyphonie de masse, c'est-à-dire des polyphonies à 45, 60 ou 80 voix réelles, c'est-à-dire des parties différentes réelles. La polyphonie de masse voit le jour dans les années 1950 et va se développer.
notamment sous l'impulsion de Xenakis. Et lui donc, sera suivi dans ce domaine par d'autres compositeurs, notamment Ligeti, qui est un compositeur hongrois, ou encore Penderecki, qui est un compositeur polonais. Chacun, avec un style et une technique particuliers, construit ce genre de polyphonie. Chez Ligeti, par exemple, on parle de micro-polyphonie, c'est-à-dire que les instruments ne sont pas audibles séparément. On a du mal à isoler un timbre particulier. Mais il structure cependant la polyphonie. C'est le cas dans une œuvre qui s'appelle Atmosphère, qu'il a composée en 1961, ou encore dans son Requiem de 1962. Dans Atmosphère, Ligeti a essayé de recréer des sons comparables à ceux de l'électroacoustique avec un grand orchestre. Dans ses œuvres de polyphonie de masse, le compositeur travaille plus sur les résonances, sur les accords perceptibles. Je vous fais entendre un extrait d'Atmosphère. Donc on pourrait décrire Atmosphère comme une masse sonore qui évolue lentement, tel un gros nuage qui paraît statique et uniforme, alors qu'il est constitué en réalité de multiples particules qui évoluent, se retirent, se recomposent. On observe le même phénomène sur la partition, une masse d'instruments compacts, mais des couches se rajoutent de manière continue et se retirent très discrètement. Alors que traditionnellement la musique occidentale repose sur des variations harmoniques et rythmiques, Atmosphère se concentre sur la variation de timbre avec la notion même de temps évacué. Autre exemple, chez Penderecki, on trouve aussi des polyphonies très denses qui sont notées en clusters. C'est une sorte d'écriture graphique. On trouve ce type d'écriture dans une œuvre intitulée Traîne à la mémoire des victimes d'Hiroshima, qu'il a composé en 1959-60. Un train, c'est un chant de deuil, dont le titre initial donc, était 8 minutes 37. C'est la durée du morceau, qui est en fait la durée du bombardement sur Hiroshima. Et la recherche sur les sons, l'emploi de clusters, sur le timbre des instruments à cordes, avec des glissandi, du bois tapé, les cordes frottées, et même sur les objets musicaux, il y a des sirènes, des sifflets, machines à écrire, sonneries électriques, etc., font partie intégrante de son écriture. Pour lui, tous ces éléments doivent soit tendre à se fondre, soit mettre en évidence un fond sonore continu très représentatif de son style. Penderecki pratique volontiers la progression par bloc sonore ou par nappe de son. Écoutons un extrait de cette œuvre intitulée Traîne à la mémoire des victimes d'Hiroshima de Penderecki.
conclure cette capsule vidéo, je terminerai en vous disant qu'il y a aussi une nouvelle dimension qui va émerger à la fin des années 50, c'est la notion d'espace, de spatialisation.